Revka s'est mariée par amour. Le jour de son décès, quand son mari l'a tuée, elle n'avait même pas encore fêté son 3e anniversaire de mariage. Revka Cherny est décédée le dimanche 9 mai 2021 au Kef en Tunisie. Son mari lui a tiré 5 balles dans la tête. Elle avait 26 ans et elle était mariée depuis 2018. Le frère de la victime, Ali, était un ami de son mari, Salah. Il avait intégré la garde nationale avec lui en 2012. Ils se voyaient de temps en temps autour d'un café. Il le décrira comme un homme relativement calme, mais qui est capable d'emportement, de se mettre en raison, de se mettre en colère pour des raisons totalement futiles. Cependant, un jour, il est venu lui dire qu'il allait demander la main de sa sœur, qu'il a même déjà programmé les fiançailles. Ali lui a dit qu'il ne devra pas violenter sa sœur. Salah a promis de ne jamais le faire. La maman de Revka n'était pas d'accord pour le mariage. Le père n'était simplement pas opposé ni particulièrement enthousiaste. Il a considéré que tant que les choses se faisaient dans les règles et que sa fille était d'accord, il n'y voyait pas d'objection. Il était agent de la garde nationale après tout et il travaille la nuit à Djendouba. Revka, quant à elle, travaillait dans un magasin de vêtements, mais plus pour longtemps. Mars 2020, confinement général, elle perd son gagne-pain du jour au lendemain. Cette année-là, tout le monde remarque que la relation devient tendue. Mais rien d'alarmant selon les déclarations de la belle famille. Le mari étant devenu la seule source du foyer, il commence à contrôler Revka et à lui faire subir des violences économiques. Cela contraint la mère de famille à aller quotidiennement quémander de la nourriture auprès de sa belle famille et à prendre le tour du Ramadan 2020, par exemple, tous les soirs chez eux, parce que son mari ne lui donne pas d'argent ni pour elle ni pour son enfant. En fait, Salah ne prend pas du tout en charge les besoins du bébé. Mais Revka était souvent souriante, surtout quand elle s'occupait de son fils. Elle défendait son mari en prétextant qu'elle n'avait pas de monnaie. Personne n'a pu décrire précisément les scènes de violence à cette époque. Elle avait trop peur de ce que les gens diront, de ce que ses proches diront. Le vendredi 7 mai 2021, après une énième nuit de violence, c'en est trop. Elle fuit en pleine nuit, elle se rend à l'hôpital le plus proche, et elle en ressort quelques heures plus tard avec un certificat médical prescrivant 20 jours d'arrêt de travail. Elle se rend immédiatement au commissariat du Kef pour déposer plainte, complètement épuisée. Cette fois, c'en est trop. Elle arrive à 14h au commissariat, elle produit donc ce certificat médical. Elle a dit que son mari l'avait étranglée avec son propre foulard, qu'il l'avait déjà violentée, mais qu'elle ne faisait rien parce qu'elle a cru qu'il rien ne serait fait étant donné son statut. Le mari a également été entendu le jour même, puis les policiers ont conduit le couple dans une pièce séparée pour qu'ils se réconcilient pendant 1 heure. Salah se penche vers Revka et lui susurre à l'oreille « Tu retires ta plainte ou je t'égorge ». Elle est incapable de réfléchir, elle sent une sueur froide lui envahir le dos, elle est terrifiée. Le problème, c'est qu'elle connaît parfaitement cet homme qui la menace. Elle l'a connu pendant 3 ans et elle a remarqué une accélération de sa rage ces derniers mois. Le père de Revka arrive au commissariat du Kef, mais les policiers l'arrêtent tout de suite. Il doit laisser le couple se réconcilier et ne pas s'en mêler. Revka sait très bien que ce ne sont pas des menaces en l'air et que Salah est capable de faire du mal à son enfant. Elle panique, elle ne sait pas quoi faire. Mais qu'est-ce qu'elle vient de déclarer précisément dans sa plainte ? Que Salah est un membre de la garde nationale tunisienne, qu'il est prêt à étrangler son épouse adorée avec son propre foulard quand il en ressent le besoin, mais seulement quand elle l'a mérité. Salah n'est pas non plus un sauvage. Que parfois il menace de s'en prendre à son enfant, et c'est ça qui l'a fait le plus souffrir. Qu'il essaye parfois même de la tuer réellement, et qu'elle a eu de la chance de rester en vie jusque-là. Elle ne ressent pas vraiment la douleur physique lorsqu'elle est frappée. Elle est surtout soulagée de réorienter sa violence sur elle-même et le sang qui coule de son nez a une odeur de victoire pour elle. Mais aujourd'hui, c'est différent. Les scènes ont augmenté en fréquence et en violence au cours des derniers mois, donc elle ne peut que fuir. En fait, Salah croit que le fait de porter plainte contre lui est un péché mortel et que Revka l'a trahi. Il la traite donc de salope, de pute, tout en lui chuchotant à l'oreille dans cette pièce séparément pendant 1 heure.
dans cette pièce où la Revka donc était exposée à son agresseur, qui en a profité pour lui ordonner de retirer sa plainte. Ces faits sont sévèrement condamnés par la loi tunisienne, pourtant. Mais la police tunisienne manque cruellement de formation, apparemment. C'est Ali, le frère de Revka, qui vient récupérer sa sœur après ce dépôt de plainte. Cette dernière est convoquée le lendemain seulement, le samedi 8 mai 2021, devant le procureur de la République, malgré donc la présence d'un certificat médical édifiant. Le procureur lui demande si elle souhaite retirer sa plainte. Bien sûr, ça n'a absolument aucun rapport avec le statut de l'agresseur. Revka enlève fébrilement son masque chirurgical et répond « oui ». « Vous êtes sûr ?»« Oui. Où allez-vous dormir chez mes parents ?» Puisque le couple est maintenant séparé et que la victime a retiré sa plainte, le procureur ne prend aucune mesure, pas même une simple interdiction d'entrer en contact. Le frère sent bien que le couple n'est pas réconcilié, qu'il s'attend à une nouvelle agression, mais pas un meurtre, déclarera-t-il. Mais le procureur a décidé que Revka était désormais en sécurité. Sa mère lui suggère de divorcer, Revka s'y refuse, mais son instinct maternel lui dit bien que sa fille est en danger. Revka retourne donc effectivement chez ses parents, mais en pleine nuit, elle retourne au foyer conjugal, parce que Salah n'a eu de cesse de l'appeler, étant donné que rien ne lui interdisait de le faire. Et avec ces mots à lui qu'on imagine bien, il l'a convaincu de revenir sur le champ. La garde nationale appelle le mari de Revka, ainsi que le frère, parallèlement de Revka, et indique au frère de Revka qu'il y a eu une légère blessure au niveau du bras de sa sœur due à un accident. Le mari de Revka a nettoyé son arme de service et a accidentellement blessé sa femme. Ali croit cette histoire, se rend à l'hôpital et débordement général, affolement général, les infirmiers ne savent pas quoi faire. Il interroge un infirmier de passage sans lui dire qu'il est le frère de cette personne, et c'est là qu'on lui dit qu'il s'agit d'une femme enceinte qui a pris 5 balles et non pas une, et en pleine tête, et qu'elle était donc enceinte d'un second garçon. Le dimanche 9 mai 2021, Salah n'a laissé aucune chance de survivre à Revka. Salah, le système judiciaire, la police, en fait la société. Il lui a tiré 5 balles dans la tête avec son arme de service. On peut encore voir le visage mignon du petit garçon d'1 an et demi, donc, de cet enfant bas âge qui se retrouve orphelin de mère puisque le compte Facebook de Revka Cherny n'a pas encore été désactivé. Cette tragédie me rappelle des vers très solides et très bien frappés d'un poète tunisien destiné à celles qui sont mortes dans ces circonstances-là. J'écris avec la tyrannie de misère, j'écris et la colère gronde dans mon cœur transparent, mal de nommer compatriotes des hommes candides qui grignotent des glibettes, qui mangent du cadide, en dépeçant nos vers marinés dans l'acide. Alors finalement, mesdames et messieurs, que devons-nous retenir de cette affaire? De cette jeune femme à la fleur de l'âge, mère d'un enfant en bas âge et enceinte de son second enfant, qui a été abattue par son mari 2 jours après avoir déposé plainte, auprès de la police, auprès de ses collègues, pour des violences physiques fréquentes et assez graves. Tout d'abord, suite à cette tragédie, aucune prise de conscience, ni de la police, ni de la justice. Aucune réaction de la part de la justice? Si, une. Le procureur de la République du Kef, qui aurait dû donner le 10 mai 2021 la conférence de presse que je viens de donner à l'instant, dans un pays normal, a indiqué que la présidente de l'association Femmes et Citoyenneté du Kef allait être poursuivie pour non-assistance à personne en danger. Non-assistance à personne en danger. Pourquoi? Parce que Revka Cherny aurait, je cite, contacté la présidente pour l'alerter que son époux avait menacé de l'égorger si elle ne retirait pas sa plainte pour violence conjugale, en vertu des articles 14 et 39 de la loi 58 relative à l'élimination de la violence à l'égard des femmes,
La présidente de l'association devait en informer les autorités, ce qui n'a pas été fait, a ajouté le procureur. Fin de citation. On croit rêver. La présidente d'une des rares associations à accueillir la parole des victimes en Tunisie, dans le contexte actuel, à l'avoir réconfortée et poussée à porter plainte, se retrouve traînée devant la justice, alors que le retrait de plainte de la victime n'a jamais été un obstacle juridique en Tunisie. Rien n'interdisait au procureur de faire juger cet agresseur, membre de la garde nationale, immédiatement. Sur le plan strictement juridique. Je vous assure que l'arsenal juridique tunisien n'a rien à envier, par exemple, à celui de la France. Vraiment, rien. Et je vous assure que je n'ai fait que des relèvements. Je vous ai donné de l'information et non pas de l'appréciation. La porte-parole du ministère de la Justice se borne quant à elle à relever que la victime avait renoncé à poursuivre son agresseur compte tenu de ses liens familiaux avec lui et pour l'intérêt de leur enfant. Décidément, quand les hommes sont opprimés, c'est une tragédie. Quand les femmes sont opprimées, c'est la tradition. Ici, c'est la tradition judiciaire. Alors, ces procureurs, policiers, fonctionnaires du ministère de la Justice ne comprennent pas qu'il y ait urgence à agir et qu'il y ait donc des responsabilités à rechercher, au moins en interne. Lorsqu'on avait un certificat médical aussi clair et lorsqu'on avait un homme en armes, ils ne comprennent pas que Revka ait vécu un enfer du jour au lendemain, qu'elle ne pouvait pas y échapper, qu'elle ne savait pas où elle irait si elle le faisait. Ils ne comprennent pas qu'elle ait pu éprouver un sentiment d'impuissance et que ce sentiment était sa prison, qu'elle y était entrée de son plein gré, qu'elle avait fermé la porte et qu'elle avait jeté la clé dans l'intérêt de son enfant. Ils ne comprennent pas qu'elle ait retiré sa plainte moins de 48 heures avant d'être lâchement assassinée. Ils ne comprennent pas, en fait, le cœur de la femme enceinte qui est une plaie béante qui a du mal à cicatriser. Ils ne comprennent pas, ces responsables officiels, censés faire respecter le droit à l'intégrité physique des personnes, censés lutter contre les violences faites aux femmes, qui se targuent d'avoir une législation qui est le nec plus ultra, et c'est vrai sur le papier. Ils ne comprennent pas que Revka était sous emprise psychologique. Et que si elle a pu déposer plainte quand même, c'était au prix d'un effort quasi surhumain, et avec l'assistance d'une des rares associations accompagnant les victimes sur le terrain et connaissant les problèmes concrets. Alors, était-ce à moi, avocat franco-tunisien, de vous dire des choses pareilles sur la tragédie Revka Cherni? Oui, à moi, plus qu'à un autre avocat. Justement parce que je suis franco-tunisien, parce que j'aime mes pays, parce que je vois bien la différence quotidiennement, littéralement. Parce que le drapeau tunisien, qui représentait encore quelque chose, qui représentait l'espérance, la dignité d'un peuple, un homme comme le mari bourreau de Revka Cherni l'a déshonoré en tuant son épouse avec son arme de service. Et que les autorités qui ne tirent pas les conséquences qui doivent être tirées ne ressentent pas profondément ce déshonneur. Parce que si la Tunisie représente encore un certain nom, un nom qui serait, paraît-il, au moins dans le monde arabe, synonyme de défense des droits des femmes, c'est bien malgré ces hommes qui n'ont cru bon d'interdire à ce mari violent d'approcher de sa femme. Alors, si vous m'entendez parler avec un peu d'emportement, c'est parce que nombre de féminicides pourraient être évités si les signaux d'alerte étaient mieux détectés. C'est particulièrement vrai dans le cas présent. Nombre de féminicides, Dieu seul sait combien. Il n'existe pas de statistiques. Il existe seulement quelques dizaines de cas particulièrement médiatisés, dont celui-là. Et quand je dis particulièrement médiatisé, je répète qu'il faut chercher la réalité des faits au-delà des articles de journaux. Parce qu'il y a aussi une responsabilité du côté de l'opinion publique. Je veux dire qu'il n'y a pas de réelle société civile en Tunisie. Revka avait tout fait. Elle a porté plainte, elle a produit un certificat médical. Toute femme a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté des personnes. Et la nouvelle constitution tunisienne dispose bien que les citoyens et citoyennes sont égaux en droit et devoirs. Mais la loi et la constitution ne suffiront jamais. Des lois parfaitement strictes ont déjà été votées et revotées. Des aides européennes, provenant notamment de l'Union européenne, ont déjà été versées. La lutte contre les violences faites aux femmes n'est plus la grande cause nationale en Tunisie, dont acte. Il faut appeler chaque citoyen et citoyenne à en faire sa cause personnelle, en traitant, selon moi, par le mépris,
les victoires purement symboliques. Peu me chaud que depuis septembre 2021, une femme soit la première des ministres en Tunisie. Et que désormais, on accorderait un intérêt particulier, elle a dit, aux droits de la femme. La Tunisie a passé ce cap depuis longtemps. Et puisque l'État tunisien est indulgent avec la violence structurelle, il est alors responsable des crimes commis envers les femmes, qu'ils aient lieu dans l'espace public ou au sein des foyers. La femme tunisienne, c'était Refka Cherni et personne d'autre. Et la justice, c'est le droit du plus faible. Madame Najla Bouden, chef du gouvernement de Tunisie, l'a bien dit elle-même il y a quelques mois, il ne suffit pas, je cite, que les constitutions et les lois soient avant-gardistes, il faut aussi œuvrer à les appliquer. Oui, au lieu de poursuivre les rares associations qui travaillent effectivement sur le terrain. Ma voix va aussi un peu. C'est normal, je vous l'ai dit, je suis franco-tunisien. C'est que je viens de mettre en cause Madame Najla Bouden. Le président de la République tunisienne s'est récemment comparé au général de Gaulle pour justifier la concentration des pouvoirs entre ses mains. Mais le général de Gaulle, c'est lui qui a rétabli les libertés lorsqu'elles avaient disparu. S'il fallait faire un peu d'histoire comparée, on serait plutôt à la veille du consulat à vie, sans aller jusqu'à le comparer à Napoléon. Mais alors, et ce n'est qu'un exemple, qu'avez-vous fait exactement, Madame Najla Bouden, chef du gouvernement de Tunisie, pour obliger les policiers à prendre les plaintes depuis cette tragédie? Pour les former simplement? Pour créer les foyers, les centres d'hébergement d'urgence pour femmes battues? À Tunis, c'est vrai. Mais qu'en est-il des autres villes? Qu'en est-il des campagnes? En Tunisie, il n'y a plus d'autorité judiciaire en tant que contre-pouvoir. C'est quasiment officiel, en fait, puisque le président de la République a le pouvoir de révoquer arbitrairement tous les magistrats. Ce qui revient à dire qu'il n'y a plus d'autorité judiciaire en tant que contre-pouvoir. Et la suite, on la connaît. Elle est en cours, la suite. C'est la remise en cause de la liberté d'expression, c'est la fin de l'immunité de parole des avocats. Tout le monde se souvient de l'embastillement d'un bâtonnier en exercice en Tunisie pour avoir simplement fait son travail, pour avoir, en fait, dans le cadre de son travail, remis en cause le travail du gouvernement de Madame Najla Bouden. Alors, moi, je pose des questions strictement factuelles. Qu'avez-vous fait exactement depuis cette affaire? Et puisque les règles de prescription en Tunisie sont encore plus strictes qu'en France et qu'il n'est pas trop tard pour bien faire, comptez-vous faire quelque chose au sujet des policiers qui ont laissé Refka Cherni au contact de son époux, de son cher et tendre pendant 1 heure? Il n'est pas trop tard pour bien faire. Donc, ne m'attaquez pas et répondez d'abord à ces questions. La lutte contre les violences à l'encontre des femmes n'est plus, encore une fois, une grande cause nationale. Il faut appeler chaque citoyen et citoyenne à en faire sa cause personnelle. Et avant de prononcer mon dernier mot, et je vous prie de croire que je l'ai choisi soigneusement, je voudrais terminer par une note d'espoir, parce qu'il y a de l'espoir. La Journée internationale des droits de la femme a eu lieu il y a très peu de temps. Elle est réellement célébrée, je veux dire au niveau populaire. Elle fait également l'objet d'une certaine propagande, puisqu'apparemment la Tunisie serait le pays arabo-musulman, non pas un, le pays arabo-musulman qui respecte la dignité de la femme, etc., etc. Mais de quoi parle-t-on exactement? De 3 ou 4 choses. Le droit à l'avortement, l'accès à l'université, qui effectivement représente beaucoup les femmes, enfin les étudiantes y sont majoritaires en tout cas. Après, il faut s'intéresser à la vie économique, et là, c'est beaucoup moins brillant. Le fameux code du statut personnel, mais enfin, tout ceci, c'est un long travail qui remonte aux années 60, aux années 70, aux années 80, aux années 90, aux années 2000. Depuis 2011, le statut de la femme est en constante dégradation, et il est totalement tributaire d'une volonté politique. Du moins, c'est ce que j'aurais pensé, jusqu'à il y a quelques jours. Mais le 8 mars dernier, un espoir nouveau est apparu chez moi. J'ai vu de nouvelles associations être créées, et celles qui ont permis à Refka Cherni de trouver la force d'aller déposer plainte. Tout d'abord, je les salue, Femmes et Citoyenneté du KEF, les femmes démocrates de Tunisie. Bravo, dans ce contexte-là. Vous aurez de plus en plus de mal à trouver des avocats courageux, assez courageux pour oser critiquer
même en étant rigoureusement factuel, l'action du gouvernement, ou simplement son inaction, comme je viens de le faire. Puisque nous sommes ici pour célébrer la libération, rappelons que la parole libère. Alors je souhaite beaucoup de courage à ces nouvelles associations, aux anciennes associations. Je les remercie publiquement d'avoir eu l'initiative de créer enfin des centres d'hébergement dans toutes les villes qui en sont dépourvues et d'envisager des campagnes de prévention en matière de féminicide. En Tunisie, cette lutte, peut-être dans 20 années, peut-être plus, dans 30 années, car les mentalités évoluent lentement, elle sera, j'en serai convaincu, décrite comme ayant commencé maintenant, dans les livres d'histoire. Et je termine en paraphrasant Chateaubriand, lorsque ce ne sera plus l'imposture qui se chargera de l'écrire.